Alors, en ce qui concerne comment dire, la référence aux heures noires de l'occupation. Moi, je me suis souvent expliqué sur ce point parce que j'avais écrit un texte du Ascraneco, et puis ensuite j'ai été cité dans divers procès à ce sujet. Bien entendu, et personne n'y pense, je veux dire, ça serait complètement absurde et insensé de comparer la situation actuelle, même dans ce qu'elle a d'indigne et de dramatique, avec la situation qui était celle de l'occupation, en ce sens qu'il n'est évidemment pas question aujourd'hui d'extermination. Bon, et ça, c'est clair pour tout le monde, et par conséquent, prises globalement, les deux situations sont profondément différentes, et une comparaison globale entre les deux situations n'a pas de sens. Mais ce que je soutiens, c'est que si on regarde qu'est-ce qui fait la différence exacte entre les deux situations, où est-ce qu'elle se loge cette différence, on s'aperçoit que c'est la présence et l'action des nazis. Parce que c'est les nazis qui ont mis en place le système d'extermination, etc. Mais que si on compare l'attitude de l'administration française dans une période et dans l'autre, alors là, par contre, on rencontre des similitudes redoutables. Des similitudes redoutables qui, d'une certaine façon, n'ont rien de surprenant. N'ont rien de surprenant, parce qu'à partir du moment où un gouvernement décide que dans sa population, il y a une catégorie d'indésirables, et qu'on va mettre la main sur ces indésirables pour les mettre dehors, après le reste, comme je l'ai souvent dit, c'est une affaire de technique policière. La rafle, l'arrestation des gens à domicile, l'interpellation des enfants dans les écoles, les provocations pièges, c'est des affaires de technique policière pour ramasser ces indésirables et pouvoir les mettre dehors. Bon. Ces méthodes, elles ont été utilisées pendant l'occupation, elles ont été utilisées pendant la guerre d'Algérie, et elles sont à nouveau utilisées aujourd'hui. Et sur ce plan-là, la comparaison, elle tient bon. Et elle tient bon d'autant plus qu'on a affaire à exactement la même attitude de l'administration dans les deux cas. Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter souvent face à face, qu'on vous pu l'avoir, à RSF, à la Ligue, dans d'autres associations, avec des responsables de la préfecture ou avec des fonctionnaires de police. Ah, mais monsieur, nous on applique la loi. Et le reste, on ne veut pas le savoir. Bien, monsieur, nous on a des ordres, on applique nos ordres et le reste, c'est pas notre problème. Bon, ah mais vous renvoyez ce malheureux en Côte d'Ivoire alors qu'il y a la guerre civile. Ah ça, c'est pas mon problème, c'est pas mon cas, moi on m'a dit de le renvoyer, je le renvoie. Bon, c'est constant ce dialogue. Mais c'était exactement le même dans ces périodes. Moi je suis bien convaincu que la majorité des forces de police et des gendarmes de l'année 1941-42 n'étaient pas au courant de ce qui allait arriver aux gens qu'ils enfermaient au Veldiv, etc. Mais surtout, non seulement ils n'étaient pas au courant, mais surtout ils ne voulaient pas être au courant, parce que ce n'était pas leur problème. Eux, ils avaient leurs ordres. Et moi, j'ai toujours pensé, sur ce plan-là, que nos associations, mais je n'ai pas encore réussi à l'obtenir de la mienne, mais je ne désespère pas, mais que nos associations, tout ensemble, devraient s'adresser aux fonctionnaires des préfectures et aux fonctionnaires de police pour leur dire deux choses, solennellement. Leur dire amicalement, leur dire, un, le droit de retrait, ça existe. Quand exécuter un ordre qui vous apparaît comme illégal, comme illégitime, comme inconstitutionnel, comme violant les droits de l'homme, tel qu'il figure dans le préambule de la Constitution, vous pouvez le faire. Et par exemple, arrêter des enfants dans les écoles, ça devrait être impossible. C'est impensable, je veux dire qu'on envoie des fonctionnaires de police piquer 3 mômes dans une cour de récréation, enfin on ne sait pas où on est. Bon, alors, premier point, le droit de retrait, ça existe, et vous pouvez le pratiquer. Et deuxième point, encore plus important, rappelez-vous qu'en justice, l'ordre reçu, l'exécution d'une consigne, n'est jamais une excuse, n'est jamais une échappatoire à la condamnation. Et le meilleur exemple, c'est le procès Papon. Monsieur Papon s'est défendu constamment en disant « mais moi je n'étais qu'un petit fonctionnaire, j'avais des ordres et je les exécutais ». Eh bien, ça a été tout l'axe de sa défense, hein, pratiquement. Et bien, ça ne lui a pas empêché d'être condamné à 10 ans pour crime contre l'humanité à l'époque. Autrement dit, ce n'est pas une excuse. Bon, voilà, à mon avis,
en quel sens on peut utiliser cette référence. J'ajoute tout de même un point là-dessus. À l'heure actuelle, on nous explique bien souvent que le devoir de mémoire, c'est quelque chose d'absolument essentiel, qu'il faut maintenir à la présence, à la mémoire des jeunes générations ce qui s'est produit pendant cette période, etc. etc. Très bien, et moi je suis tout à fait pour l'exercice de ce devoir de mémoire, mais au moment où un certain nombre de nos concitoyens, et malheureusement ça leur vient spontanément, disent en présence de certains faits, arrestation des enfants, etc., aux fonctionnaires des préfectures, ah mais vous vous comportez comme vos prédécesseurs, etc. Alors à ce moment-là, comment, sacrilège, tabou, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Mais alors à quoi ça sert le devoir de mémoire? Le devoir de mémoire, pour moi c'est un devoir de mémoire utile, c'est-à-dire vous vous servez de votre mémoire, d'une part pour vous souvenir du passé, mais aussi pour comprendre le présent et pour éviter que ça recommence dans l'avenir. Par conséquent, il y a une espèce de contradiction, si vous voulez, d'un côté cultiver le devoir de mémoire, et puis de l'autre côté interdire à nos concitoyens de se servir de leur mémoire pour analyser les événements actuels.